Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, une nouvelle attaque informatique de grande ampleur contre un hôpital. Après Dax, celui de Villefranche-sur-Saône est paralysé. Toutes les opérations ont dû être annulées. Qui se cache derrière ces chantages avec demande de rançon? Notre enquête dans un instant. Des milliers de personnes défilant dans la rue, sans masque pour le carnaval. Les rassemblements étaient pourtant interdits en Martinique. Les autorités sanitaires s'inquiètent maintenant d'une propagation accélérée du virus. L'impitoyable guerre des prix entre la grande distribution, les éleveurs et les producteurs. Les consommateurs s'y retrouveront peut-être en termes de pouvoir d'achat, mais les agriculteurs n'hésitent pas à exprimer leur colère. Dans ce journal également, la folie du thermomètre. Après une vague de froid sans précédent depuis 30 ans, les températures sont printanières. Comment les Français en vacances en profitent-ils? Reportage en quelques minutes. Enfin, nous irons étancher notre soif d'évasion en grimpant au sommet du mont Parnasse. Cette montagne existe bien en Grèce. Selon la mythologie, c'est là qu'habitait Apollon. Aujourd'hui, elle accueille plutôt les skieurs. Ils sont en première ligne depuis presque un an face à l'épidémie. Les hôpitaux français doivent aussi affronter une autre menace. Des pirates informatiques s'en prennent à ces établissements en attaquant leurs ordinateurs, leurs téléphones, leurs archives. Dernière victime en date, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Reportage sur place, Yanis Matisse et Frédéric Marchand. Des écrans noirs partout, dans ce service des urgences. À l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, les médecins ont ressorti les feuilles et les stylos. C'est l'organisation de notre tableau aux urgences avec les patients qui sont rentrés manuellement, par écrit, les motifs d'admission, le médecin qui s'en occupe. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'hôpital Nord-Ouest et ses 3 sites ont été victimes d'une cyberattaque de grande ampleur. Tout le système informatique se retrouve paralysé. La direction est sous le choc. C'est franchement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Après, c'est le but de ce genre de choses, mais on est quand même une équipe qui est bien fatiguée. Et rajouter ça en plus d'une crise qui évolue depuis un an, c'est vrai que ça fait un peu mal. 3000 ordinateurs à l'arrêt. Le personnel soignant se sent impuissant. On cherche l'information, on cherche le patient, on cherche la prise de sang qui a été envoyée. On n'a pas des résultats dans les mêmes délais que d'habitude, donc tout se rallonge. Tout est beaucoup plus compliqué, quoi. Les 576 patients restent hospitalisés sur place. Les SAMU ne nous orientent, et les pompiers ne nous orientent plus de patients graves, bien sûr. Par contre, les patients qui se présentent de même aux urgences sont toujours accueillis et pris en charge. Une trentaine d'interventions chirurgicales programmées aujourd'hui a été reportée. Cet homme devra se rendre à Lyon dans les prochains jours. Ils ne peuvent pas opérer. Je suis inquiet, oui, parce qu'à mon âge, j'ai 81 ans, alors... Mais qu'est-ce que vous voulez faire? L'hôpital ne sait pas combien de temps cette attaque va durer et quelles données pourront être sauvées. Une rançon a été réclamée. Une enquête est en cours. Elle devrait être menée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette attaque n'est pas la première. Ces derniers mois, plusieurs hôpitaux ont été visés par des maîtres chanteurs. Veulent-ils obtenir uniquement une rançon, voler des données confidentielles pour les revendre ensuite? S'agit-il de réseaux organisés ou d'individus isolés? Michael Guilleux et Noélie Claire ont enquêté. C'est un phénomène en pleine expansion. En un an, les autorités ont dû intervenir sur 200 attaques informatiques, 4 fois plus qu'en 2019. L'objectif à chaque fois, obtenir une rançon. Pourquoi les hôpitaux sont visés? Plusieurs fois touchés en un an, ils figurent parmi les cibles privilégiées des hackers. D'une part parce qu'elles constituent des cibles faciles. Quand on parle du manque de moyens dans l'hôpital public, c'est d'autant plus vrai en matière informatique. Et d'autre part parce qu'avec le contexte de crise du Covid, on rajoute une crise et on accentue la pression pour accélérer le paiement des rançons. Quel est le profil des pirates informatiques? Ces dernières années, ces cybercriminels se sont professionnalisés, organisés en réseau. C'est des vrais PME du cybercrime. Ces plateformes vont fournir les outils d'attaque, vont fournir le système de négociation de la rançon, voire le système de paiement de la rançon. Et puis, ils vont attirer des affiliés, finalement, qui vont réaliser les attaques pour le compte de ces plateformes. Et ils reverseront ensuite entre 30 et 50% du montant de la rançon à ceux qui réalisent réellement l'attaque. La plateforme à l'origine de l'attaque de Villefranche a, selon certains experts, amassé 120 millions d'euros en un an et demi. Quelle suite judiciaire? Ces hackers encourent jusqu'à 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Mais ils sont très difficiles à attraper, souvent installés dans des pays d'Europe de l'Est peu transparents.
Seule la coopération internationale permet de les arrêter. Il y a 2 semaines, un important réseau franco-ukrainien a été démantelé. Le confinement, le couvre-feu, l'interdiction des rassemblements. Depuis presque 1 an, les Français ont vu leur vie sociale réduite au strict minimum. C'est peut-être ce qui explique ce qui s'est passé hier en Martinique. D'habitude, en février, on célèbre avec ferveur Mardi Gras. Cette année, les défilés étaient bien sûr interdits, et cette interdiction n'a guère été respectée, ce qui inquiète les autorités sanitaires. Reportage Esther Lefebvre et Marie Tricot. C'est une explosion de joie qui semble d'un autre temps, d'avant la pandémie. Peu de masques ou de distanciation. Avant l'aube ce matin, des centaines de personnes déferlent dans les rues de Schœlcher pour, selon l'expression martiniquaise, courir le vidé. Une tradition populaire pendant les jours gras avant le carême, teintée cette année de provocation, les rassemblements étant interdits le temps de cette période de carnaval. Une mesure contestée en Martinique où il n'y a pourtant ni couvre-feu ni confinement. C'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas bien en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça m'inquiète, surtout pour tout le monde et puis pour les jeunes. Il y a une pandémie et en plus de ça, il y a des variants. Donc la sauce est bien épicée. De l'inquiétude car sur cette île, pourtant relativement épargnée par le virus, le variant anglais a fait son apparition la semaine dernière. Plus d'une trentaine de variants anglais ont été détectés en Martinique, ce qui fait qu'avec les rassemblements, nous craignons une reprise de l'épidémie après le carnaval. Les médecins redoutent de voir affluer des malades dans les hôpitaux de l'île d'ici 1 à 3 semaines. Quand les théâtres, les cinémas, les musées pourront-ils rouvrir? Aucune date n'a bien sûr été donnée par le gouvernement. Mais hier soir sur LCI, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé que des expérimentations allaient être menées en mars et en avril à Paris et à Marseille dans des salles de concert. Jusqu'à 5000 personnes pourront se rassembler dans une même salle, tous ayant été au préalable testés. Autre avancée passée un peu inaperçue, elle est pourtant inscrite au journal officiel depuis vendredi dernier. La mise en place d'un QR code sur votre téléphone portable. Il permettra d'entrer dans un restaurant ou une salle de sport en laissant une trace de son passage. Comment le système va-t-il fonctionner? Vous allez tout comprendre grâce à Christophe Abel, Élise Stern et Lucie Barbazang. Et si votre téléphone vous permettait de retourner au restaurant ou dans vos salles de sport en donnant à votre place votre nom, prénom et numéro de téléphone? Via l'application Tous Anti-Covid, le gouvernement étudie cette option. Vous devrez scanner des QR codes à l'entrée de ces lieux considérés à risque. Mais seriez-vous prêt à jouer le jeu? Même s'ils avaient mes informations, moi personnellement je m'en fiche, donc je préfère aller au restaurant. Si on trouve une solution qui permette que les restaurateurs rouvrent, que les salles de spectacle, que les comédiens, les artistes puissent recommencer à travailler, franchement, personnellement, je joue le jeu. Avant leur fermeture, vous deviez déjà laisser vos coordonnées sur un carnet de rappel pour tracer les contaminations à la Covid-19. En fait, on faisait une table sur 2. Trop contraignant pour les gérants, le système du QR code est censé faciliter ce traçage. Il ne faut pas qu'on soit à nouveau des souris de laboratoire. C'est-à-dire qu'on est restaurateur, on n'est pas là non plus pour faire la police. Je ne voudrais pas que demain, à travers ce QR code, on ait l'épée de Damoclès tous les matins de se dire si j'ai 3 clients cas contact, il faut que je ferme. Non, répond le gouvernement, qui travaille en étroite collaboration sur ce sujet avec la CNIL, qui veille à la protection des données en France. Nous ne saurons absolument rien des restaurants où vous êtes allés. La seule chose qui sera possible, c'est que vous recevrez une alerte si quelqu'un a été en même temps que vous et s'est déclaré ensuite contaminé au Covid-19. Des QR codes seront également affichés à l'entrée des bars et des salles de sport. C'est un moyen de montrer, de prouver que nous ne sommes pas des lieux à risque, nous ne sommes pas des foyers de contamination. Aujourd'hui, nous n'avions pas forcément les possibilités de le prouver. Le QR code va venir nous aider de ce point de vue-là. En Grande-Bretagne, le système a été expérimenté pendant 4 mois avant la fermeture des bars et restaurants en début d'année. Un délai encore trop juste pour juger de son efficacité. Cette question également dans l'actualité. Faut-il privilégier le pouvoir d'achat des Français ou mieux rémunérer les éleveurs et les producteurs? La grande distribution et les fournisseurs ont jusqu'au 1er mars pour se mettre d'accord sur les prix de milliers de produits qui seront ensuite vendus dans vos supermarchés.
Les agriculteurs, une nouvelle fois, s'estiment sacrifiés. Antoine de Pressigou et Thierry Valta. Ils ont bloqué l'accès aux magasins toute la journée. Ces agriculteurs sont en colère. Ils estiment que les grandes surfaces achètent leur viande trop peu chère. 4,50 €, c'était 30 francs à l'époque. Et puis maintenant, on vend 3,70 €. Certains agriculteurs sont même entrés dans le magasin pour y scruter les étiquettes. On arrive à peu près à se rendre compte avec un certain prix au kilo que les éleveurs ne sont pas rémunérés. Si les agriculteurs manifestent aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Les négociations entre fournisseurs et grandes surfaces se terminent bientôt. Elles sont tendues. Certains prix très bas fragilisent les producteurs, mais les supermarchés ne veulent pas que les prix augmentent pour continuer à attirer les clients. On peut mettre plus cher s'il y a besoin, pour les soutenir, bien sûr. Maintenant, les gens qui ont de très gros revenus peuvent se permettre de payer beaucoup plus cher. Pour d'autres, c'est moins évident. En un an, les prix dans vos grandes surfaces ont diminué de 0,4%. Peut-être qu'on fasse évoluer les étiquettes. Alexis est en pleine négociation avec les hypermarchés pour y vendre ses soupes. Certains ne lui font pas de cadeaux. Problème, à cause du Covid, ses coûts de production ont augmenté. On a perdu énormément de business pendant l'année qui vient de s'écouler et on ne s'attendait pas à avoir une pression des prix aussi importante, même si elle est bien entendu inhérente à toute négociation commerciale. Alors pourquoi les grandes surfaces serrent-elles la vis? Aucune n'a souhaité nous répondre. Mais officieusement, voilà ce que l'une d'entre elles nous dit. On est dans une machine infernale, la course au prix bas. Et malheureusement, c'est l'agriculture française qui en paye le prix fort. Les grandes surfaces estiment qu'elles ne sont pas les seules à tirer le prix vers le bas. Avec les agriculteurs, nous négocions avec les industriels. Les industriels eux-mêmes achètent des produits aux agriculteurs. Demain, le gouvernement reçoit les acteurs de la grande distribution, les industriels et les agriculteurs pour tenter d'apaiser la situation. Un chiffre également à retenir dans l'actualité, celui du chômage. Selon l'INSEE et le Bureau international du travail, le taux de chômage en France s'établit à 8%, mais il n'est pas très significatif en raison du deuxième confinement qui est intervenu en novembre. En revanche, les organisations syndicales et patronales se réjouissent de la mise en place par le gouvernement d'un dispositif anti-licenciement. Il s'appelle l'accord d'activité partielle de longue durée et 7000 entreprises l'ont déjà adopté. Reportage en Corse et en région parisienne. Johan Engen, Philippe Pelletier et Tiffaine Leproux. À Ajaccio, dans cet hôtel, les 11 salariés sont au chômage partiel pour les 6 prochains mois. Hôtel Napoléon Ajaccio, bonjour. Sandrine, la gérante, pourra prolonger ce dispositif pendant 2 ans. Quoi qu'il arrive donc, ce réceptionniste sait qu'il ne perdra pas son travail. Effectivement, il y avait une angoisse, parce qu'il aurait fallu s'inscrire au chômage, retrouver un travail, être à nouveau formé. Ça aurait été angoissant, c'est sûr. Il travaille 60% de ses heures habituelles et son salaire net a baissé de 1 750 à 1 600 €. L'État finance ce dispositif, une excellente mesure pour la directrice. C'est un petit hôtel familial avec des personnels très impliqués auxquels nous aussi on s'est attachés. Et effectivement, cette mesure de chômage partiel nous a permis de maintenir leur emploi et c'est une vraie chance pour eux comme pour l'entreprise. Au total, en France, 500 000 salariés sont ainsi protégés par ce contrat passé avec l'État. Il pourrait à terme concerner 4 900 000 travailleurs des secteurs les plus touchés. Le tourisme donc, mais aussi la métallurgie, l'événementiel, la fabrication de meubles, la restauration collective ou encore l'aéronautique. Airbus, malgré un plan social, aurait ainsi sauvé 1500 emplois. Et chez ce sous-traitant aéronautique, ces heures chômées ne sont pas des heures perdues. 40 salariés ont déjà été formés. Ça veut dire que là, on a le temps. On a le temps de l'aider à se former, on a le temps de le laisser acquérir de nouvelles compétences. Et on a le temps pour lui de digérer ces formations-là et de les mettre en pratique sur son poste de travail. Des formations en grande partie financées par l'État. Objectif, que les entreprises soient plus performantes quand la reprise économique sera au rendez-vous. Après de longs débats, les députés ont adopté ce soir le projet de loi contre le séparatisme. Le texte vise clairement l'islamisme radical. Parmi les principales mesures, l'interdiction des certificats de virginité, une pratique dont il est difficile de mesurer l'ampleur, mais qui existe bien en France en 2021. Regardez cette enquête de Joséphine Devambé, Hélène Massiot et Karine Bétain.
Je voulais un papier pour prouver le fait d'être vierge. Cette jeune femme musulmane de 22 ans, que nous appellerons Léa, est venue chercher ici un certificat de virginité. Vu que je suis d'une famille qui pratique la religion, c'était pas permis pour moi de venir sans être vierge. Qu'est-ce que tu craignais? D'être niée par mes parents. Un certificat à en-tête médicale attestant la virginité d'une femme par la présence d'un hymen intact, sans échancrure ni rupture. Une exigence dans certains milieux traditionnalistes, mais qui reste très rare en France. Les députés l'ont interdit cet après-midi, au nom du droit des femmes. Les médecins qui en délivrent risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. On n'a jamais demandé un certificat de virginité à un homme. Pourquoi est-ce qu'on demanderait ça à une femme? C'est un certificat aberrant, c'est un acte humiliant pour une femme. Ça n'a pas de sens. Il faut que l'idée de certificat de virginité disparaisse. Mais l'interdiction d'en délivrer supprimera-t-elle le problème? Dans les faits, bonjour. Bonjour madame. La plupart des femmes à qui l'on demande de prouver leur virginité ne s'arrêtent pas à un document, elles demandent une intervention chirurgicale. Je viens pour me renseigner pour une hyménoplastie. C'est votre famille? C'est la famille de votre fiancé? C'est votre fiancé lui-même? Pas du tout, non, c'est moi. C'est moi qui veut faire cette opération. La jeune femme nous explique que dans son cas, un certificat de virginité ne suffirait pas. Qu'est-ce que vous craignez si jamais il se rend compte que vous n'êtes pas vierge? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Conflit. Conflit ou qu'il ne veuille plus de moi, tout simplement. Rien que cette semaine-là, le docteur Abraham a reçu 4 patientes pour cette opération qui coûte 2 000 €. C'est légal et pour elle, cela ne pose pas de question de déontologie. C'est une chirurgie de convenance, comme une femme qui peut vouloir se refaire faire la poitrine parce qu'elle veut être plus sexy ou se faire un lifting pour paraître plus jeune. Et là, ce sont des femmes qui veulent donner l'illusion à leur partenaire qu'il est le premier. Au contraire, cette gynécologue se bat contre ces pratiques et dénonce des dérives communautaires. Mais pour autant, elle est contre la pénalisation des certificats. Si on pénalise, elles vont hésiter à venir, parce qu'elles vont se dire « je vais être mal reçue, la secrétaire va me renvoyer ». Et donc elles vont perdre cette possibilité de dialogue avec un professionnel de santé. Le docteur Hatem a fait changer d'avis certaines de ses patientes, dont Léa, celle que nous avions vue au début de ce reportage. Elle a renoncé au certificat et à l'opération. On m'a dit que peut-être que c'est que ma culture et que c'est pas tous les hommes qui vont chercher une femme vierge. La plupart des gens, ils se marient par amour. Dans certains cas, la pression familiale reste trop forte pour s'émanciper. Alors, en ultime recours, le docteur Hatem accepte de fournir des certificats de virginité et d'opérer, et continuera à le faire, même si c'est illégal, si sa patiente est en danger. Nous vous parlions hier dans ce journal de ce chauffard sans permis ni assurance qui avait fauché mortellement en 2019 à Lorient un enfant de 9 ans et grièvement blessé un autre enfant de 7 ans. Il a été condamné la nuit dernière à 5 ans de prison ferme. Il a été placé sous mandat de dépôt. C'est précisément pour limiter le nombre d'accidents corporels, mais aussi pour réduire les nuisances et la pollution, que certaines villes ont instauré une limitation de vitesse à 30 km/h. La mesure est-elle efficace? David Desarrojo, David Salmon et Jean-Philippe Eckett ont mené l'enquête à Bègles et à Lille. C'est le grand format de ce 20h. Et si demain, tous les Français levaient le pied? Tentez l'expérience d'une vie à 30 à l'heure. Tendons l'oreille. Car dans une ville où chacun ralentit, on redécouvre des sons presque oubliés. La première idée, en fait, c'est de se dire qu'une ville, c'est pour les habitants, c'est pour vivre. Donc passons toutes les rues résidentielles à 30 pour favoriser la vie locale, pour que les enfants puissent à nouveau taper dans la balle, faire du foot entre voisins. Enfin, ça, j'ai connu quand j'étais môme. On ne le fait plus, il y a quelque chose qui ne va plus. Bègles, 30 000 habitants, s'est proclamée première ville de France à généraliser l'abaissement de la vitesse. C'était il y a 1 an et demi. Depuis, l'ambiance est plus apaisée. Pour toutes les sorties avec les enfants, on est beaucoup plus serein. On voit les voitures arriver, donc on a beaucoup moins peur qu'il arrive quelque chose. Les gens sont obligés d'être un peu plus attentifs à ce qui se passe autour d'eux et bienveillants par rapport à la circulation à vélo. Voilà, donc ça donne de la tranquillité à tout le monde. Le maire en est certain. Le passage à 30 aurait même un effet sur les embouteillages, car la mesure rallonge automatiquement les temps de trajet, ce qui force les GPS à trouver d'autres itinéraires
à l'extérieur de la ville. Eh bien, ces calculateurs, ils calculent les itinéraires, le temps de déplacement, non plus à 50, mais à 30. Donc il y a 20% de temps en plus, et ce qui fait que c'est moins rentable de passer par ces petites rues, et donc les redéporte vers les artères principales. En clair, les habitudes ont changé, mais sans surprise, tout le monde n'a pas l'œil rivé sur le compteur. Je roule doucement, je fais attention, et pourtant, lorsque je regarde mon compteur, je suis à plus que 30 ans. 3 zones ont d'ailleurs dû repasser à 50 km/h, notamment cette route menant à Bordeaux, où la règle n'était pas suffisamment respectée. 1000 excès de vitesse avaient été relevés en un après-midi. Comme Bègles, près de 200 communes ont choisi de faire des 30 km/h la règle et des 50 km/h l'exception. C'est le cas de villes moyennes comme Sceaux, mais aussi de villes plus importantes comme Grenoble ou encore Lorient, Nantes et Lille, grandes métropoles de 250 000 habitants. Il y a 1 an et demi, 44% des routes étaient en zone 30. C'est désormais 88%. Ici, on est dans une grande entrée de ville à 50 km/h. On arrive dans une rue qui est un peu plus étroite, la zone 30, qui est matérialisée par le panneau à son entrée. Et puis, on vous rappelle régulièrement dans la ville, par des ellipses main au sol, que vous devez rouler à 30 km/h. Et en même temps, comme on est en zone 30, on peut rouler en double sens cyclable matérialisé au sol. La municipalité a déboursé presque 200 000 € rien que pour la signalétique. Des contraintes nouvelles, bien acceptées des habitants du centre-ville. Beaucoup moins par les 100 000 automobilistes qui viennent chaque jour des communes périphériques et subissent des ralentissements aux portes de l'île. Il a donc fallu les convaincre. 3 grands arguments. Apaiser la ville, la circulation, améliorer la sécurité routière, en particulier pour les personnes les plus fragiles, personnes âgées, les jeunes familles, les personnes handicapées. Arrêtons-nous un instant et vérifions. Les villes 30 sont-elles vraiment plus sûres ? Nous avons posé la question à ce responsable de l'association Prévention routière. Démonstration implacable. Concrètement, si je conduis ma voiture à 50 km/h et qu'un enfant traverse brusquement devant moi, il me faut 28 mètres pour m'arrêter. À 30 km/h, il me faut seulement 14 mètres. Donc la différence de freinage, c'est 14 mètres. C'est une distance très importante, une marge de sécurité indispensable en ville. C'est très important, c'est la longueur d'un bus. Une réduction de la vitesse diminue le risque d'accident mortel de 70%. Reprenons donc notre démonstration avec monsieur l'adjoint, qui nous soumet un dernier argument. Les voitures roulant moins vite, il y a moins de phénomènes de pollution au travers de la ville. Et puis ça participe également de toutes les démarches qu'on a par rapport à l'environnement, par rapport au climat. Réponse d'un spécialiste de la qualité de l'air. Sur la pollution, c'est pas aussi simple que ça. D'une part, les voitures consomment pas spécialement moins à 30 km/h qu'à 50. En revanche, le 30 km/h permet de mieux faire cohabiter les modes de déplacement les uns avec les autres, permet d'encourager les modes les plus favorables à l'environnement et donc de réduire le trafic automobile et de réduire la pollution automobile. Les villes qui sauteraient le pas devront donc investir massivement dans les vélos et les transports en commun. Seule solution pour éviter que les bouchons se déplacent en périphérie. À l'étranger, une grande partie des États-Unis est toujours ce soir touchée par une vague de froid venue d'Arctique. Elle concerne particulièrement les États du Sud et notamment le Texas. Des millions d'habitants n'ont plus de chauffage ni d'électricité. À Dallas, il a fait aujourd'hui moins 17 degrés. Ça n'était pas arrivé depuis 72 ans. Reportage de nos correspondants Jérôme Garot et Adrien Ponsard. À l'horizon, c'est une forteresse de glace. Les gratte-ciel de Dallas dominent une ville pétrifiée, immobile. Le vortex polaire a tout gelé sur son passage. Les échangeurs autoroutiers dans toute leur démesure et personne ou presque pour oser s'aventurer sur ces pistes verglacées. La mégalopole du Texas s'est endormie et depuis 2 jours, les pannes d'électricité se succèdent. Pour éviter de surcharger le réseau, les autorités demandent aux particuliers, aux entreprises de retarder leurs horaires de travail. La ville est complètement à l'arrêt. Toutes les enseignes de restauration rapide sont fermées. Et ça, aux États-Unis, c'est exceptionnel. L'état d'urgence est déclaré. Voici à quoi ressemble le Texas depuis l'espace, ici entouré en bleu. Un morceau de banquise. Notre équipe avance dans la banlieue de Dallas, sur des routes désertées. Alors là, on arrive dans un quartier complètement sinistré. Il n'y a plus une seule maison qui a l'électricité. Dans cette région située sur la même latitude que l'Afrique du Nord, personne n'est équipé pour affronter le froid. Le quartier s'est vidé de ses habitants. Pas de chauffage, alors qu'il fait moins 17 degrés. C'est intenable ce froid. Les gens sont partis dans des petits hôtels ou chez une sœur, un frère.
Se secourir en famille, justement, cet homme se réfugie avec ses enfants chez sa belle-sœur. Il nous montre l'objet le plus précieux du quartier. Avec le carburant qu'on a mis, il va encore durer 10 heures. C'est inestimable pour nous, c'est notre dernière source de chaleur. À l'intérieur de la maison, plusieurs familles réunies. On a ces lampes chauffantes et du thé pour se tenir chaud. Les stations d'épuration de la région sont tombées en panne. L'eau courante n'est plus potable. Ça, c'est l'eau qu'on fait bouillir très longtemps pour la rendre saine avant de préparer le café, pour éliminer les bactéries. Ouais. Dans tout le Texas, ils sont 4 millions à avoir été privés d'électricité dans ce froid polaire. Un scénario catastrophe raconté en direct par les télés américaines. À la une, la panne géante d'électricité au Texas. Qui sera sous 0 degré, qui sera sous la neige, c'est ce que nous allons voir maintenant. Peu rassurant, ces prévisionnistes annoncent de nouvelles chutes de neige dans 2 jours. En France, après une vague de froid un peu moins sévère qu'aux États-Unis, qui a duré une semaine, le thermomètre a grimpé depuis hier bien au-dessus des normales de saison. 20 degrés aujourd'hui, par exemple, sur la côte basque. La météo transforme ces vacances d'hiver en vacances de Pâques, à ceci près qu'à 18h, il faut être rentré et que les restaurants sont fermés. Exemple à Saint-Jean-de-Luz avec Victoria David et Julia Gardet. Ils ont trouvé la parade pour un déjeuner avec vue sur mer et gâteau basque en dessert. On a notre bonheur ici, soleil, apéro, frites, gâteaux, pas mal. Comme cette famille, des dizaines de vacanciers ont pique-niqué sur le sable ce midi. Quelle sauce on met avec les frites? Ketchup mayo si possible. Du coup, comme tous les restos sont fermés, on a trouvé une petite sandwicherie et on a pris et de quoi pique-niquer face à l'océan. Cette sandwicherie est une des seules options disponibles pour déjeuner. Depuis ce week-end, les clients se bousculent. L'affluence elle est très importante. On a une queue de plus de 10 mètres pendant 3-4 heures tous les jours. C'est plus que l'été, c'est hallucinant. La douceur des derniers jours a attiré de nombreux vacanciers. Près de 20 degrés cet après-midi à Saint-Jean-de-Luz. Sur le sable, le masque n'est pas obligatoire, l'occasion de pouvoir enfin prendre l'air. On garde les gestes barrières, on n'embrasse personne, on met le masque habituellement, mais ça fait du bien de couper un petit peu. Certains arrivent de régions parisiennes ou de l'Est de la France, d'autres viennent de beaucoup moins loin. Objectif, rentrer avant le couvre-feu. On vient des Landes, on est juste venu à la journée parce qu'il y avait le beau temps pour respirer un peu pendant cette pandémie. On sort, on va se promener, et on profite comme ça. Dans le centre-ville, les commerces ne désemplissent pas. Les visiteurs sont en quête de produits locaux à emporter. Cette boucherie fait le plein, tout comme ce fabricant de gâteaux basques. On le fait couper en suivant pour le manger dans la rue tranquillou. On a toujours un peu de monde, nous particulièrement dans ce magasin, mais là c'est quand même exceptionnel. Je pense que les gens se sont un peu reportés sur Saint-Jean-de-Luz parce qu'ils ne pouvaient pas aller trop à la montagne. Les vacanciers devraient encore être nombreux dans les prochains jours. Les températures s'annoncent printanières jusqu'à la fin de la semaine. Et oui, ce soleil et ces températures très généreuses nous permettent de faire le plein de vitamine D et de recharger nos batteries, les nôtres, mais aussi celles de nos voitures et de nos maisons. Selon les meilleurs spécialistes, dans 10 ans, une partie importante de notre énergie viendra du soleil. Sur l'île Dieu, en Vendée, cette énergie produite par des particuliers est ensuite redistribuée. Fabien Chadeau et Gilles Parot vous expliquent tout. On ne les entend pas, comme pour admirer le paysage. Pourtant, elles sont très nombreuses. Sur les routes de l'île Dieu, près d'une voiture sur 10 est électrique. Un record en France. Quand il fait beau, je prends soin de charger ma voiture lorsqu'il y a du soleil. Et ça me permet de rouler quasiment gratos pendant 6 mois de l'année. Car l'électricité, Antoine la fabrique grâce à ses panneaux solaires sur le toit de sa maison. Tout ce qu'il consomme est déduit de sa facture, une économie non négligeable. Ça fait 300 € de gagner sur 1300 €. Voilà, ça fait, je vais gagner 20% de ma facture, 25% de ma facture, ce qui commence à être significatif. Depuis 6 mois, un collectif d'habitants produit son électricité et la partage. 5 maisons en fabriquent grâce à ces panneaux photovoltaïques. 17 autres maisons consomment l'électricité. Isabelle Contamine est propriétaire de l'une d'entre elles.
Alors moi je suis vraiment la consommatrice, donc je ne produis pas, je ne stocke pas. Isabelle a fait ses comptes, elle a déjà économisé 10% sur sa facture d'électricité et surtout, elle a changé ses habitudes. Par exemple, au mois de mai l'an dernier, on était en autoconsommation mais sur toute la communauté. Alors ça c'est intéressant, donc il y a des journées, ça veut dire voilà, journée où il y a beaucoup de soleil, hop, on se met à faire tourner nos machines. Aujourd'hui, cette énergie propre couvre près d'un tiers des besoins du collectif. Le maire de l'Île-Dieu aimerait élargir cette initiative à l'ensemble de l'île, mais pour cela, il faut construire beaucoup de panneaux solaires. C'était une décharge qui a été réhabilitée. Et donc, nous, on a l'idée de faire un parc photovoltaïque au sol. On serait sur un peu plus d'1 hectare et on aurait à peu près 30% de la consommation de l'île qui pourrait être produite ici. Problème, l'État refuse car l'île est classée zone protégée, y compris cette ancienne décharge. En haut lieu, on reste arc-bouté sur des politiques d'il y a 30 ans de protection des espaces qui sont légitimes, mais qui, là, en l'occurrence, n'ont pas de sens. Bon, avec des visions comme ça, c'est sûr que la transition énergétique, elle n'est pas pour demain, quoi. Autre frein, selon Engie, le promoteur de ce projet, le stockage de l'électricité. On pourrait étendre et aller vers 100% ou à 100% d'autonomie. Le problème que cela poserait, c'est qu'on finirait par avoir un coût d'électricité qui serait supérieur à celui que l'on paye d'ordinaire, parce que ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est pas de produire l'électricité, c'est les batteries. Au sein de la communauté, un seul accumulateur a été installé chez Nicolas Benedetto dans son garage. Moi, mon rôle, c'est le stockage avec la batterie. J'ai une batterie pour stocker l'énergie solaire. Quand le réseau collectif produit trop, qu'est-ce qui se passe? Tout vient se basculer dedans et relancer dans la communauté, en fait. Mais cette batterie ne peut stocker qu'1 heure de consommation pour une vingtaine de maisons et coûte 10 000 € pièce. Pour l'ensemble de l'île, il en faudrait des milliers comme celle-ci, un investissement beaucoup trop cher. Sur l'île, on réfléchit à une autre solution encore expérimentale. Utiliser les batteries des voitures électriques lorsqu'elles ne roulent pas pour stocker l'électricité. Si on produit trop, on pourrait capter, recueillir cette énergie dans les batteries des voitures. Et dans une deuxième phase, il sera possible d'aller chercher l'énergie stockée dans la batterie pour la réinjecter dans le réseau. L'île se veut également exemplaire en matière environnementale. La mairie encourage donc la rénovation et l'isolation de l'habitat. Pour inciter les particuliers à faire des travaux, elle monte les dossiers de subvention avec les particuliers. Il existe une aide, compte tenu de vos revenus, qui va s'élever à 250 €. En plus de cette aide de la commune, va venir s'ajouter une aide qui s'appelle MaPrimeRénov', donc ce qui ferait à peu près 1 900 € d'aide cumulée sur l'installation du poêle. Je ne m'attendais pas du tout à ce montant-là, quoi. Vraiment, je suis agréablement surprise. C'est l'accompagnement qui est vraiment intéressant et puis les subventions. D'ici 20 ans, la municipalité s'est fixé l'objectif d'être 100% autonome en énergie. Le projet de parc éolien au large de l'île qui doit voir le jour dans 5 ans y contribuera, mais partiellement. Vous avez peut-être rêvé un jour d'être réincarné en Luke Skywalker ou, dans la vraie vie, en Thomas Pesquet. Si les grands espaces ne vous font pas peur, pourquoi ne pas devenir astronaute? Pour la première fois depuis 11 ans, l'Agence spatiale européenne va lancer une campagne de recrutement ouverte à tous. Il faut bien sûr remplir quelques conditions. Nos Jedi, Christophe Abel et Olivier Steinbach ont répondu à la petite annonce. Voici la vue de votre futur bureau. Enfin, si vous l'acceptez. Seriez-vous prêt à candidater pour devenir astronaute? Nous vous avons posé la question. Je ne supporterai pas de ne pas être de mes enfants. Moi qui n'ai pas beaucoup de compétences en sciences, je pense que ça fait rêver, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Sans surprise, le niveau d'études est effectivement un critère de sélection. Avoir au moins un master, Bac+5, spécialisé en sciences de préférence. Il faut aussi être en bonne santé. Plutôt cool comme manière de se déplacer. Il doit falloir être très résistant, j'imagine, avoir des bonnes conditions physiques, un bon cardio, quelque chose comme ça. C'est votre cas? Bon, ça va, oui. Ça, je m'en sors bien. Pour en être sûr, vous devrez passer des examens médicaux très poussés, rythme cardiaque, vue, test sanguin. Et si les candidats, entre 27 et 37 ans, ont plus de chances d'être retenus, les volontaires, jusqu'à 50 ans, sont acceptés.
C'est bien qu'il n'y ait pas trop de limite d'âge non plus. 50 ans, ça laisse quand même une bonne fourchette. Un recrutement plus large et plus féminin. En 2008, seulement 16% des 8400 candidats étaient des femmes et une seule avait été retenue. L'agence européenne veut du changement. Ce serait une grande avancée, je pense, pour toutes les Françaises qui rêvent de tout ça. 6 nouveaux explorateurs seront choisis d'ici 2022. Au programme, un séjour dans la Station spatiale internationale et l'installation d'une nouvelle base autour de la Lune. Nous évoquions il y a quelques minutes la vague de froid qui balaye une grande partie des États-Unis. Regardez ces images tournées aujourd'hui à Athènes. La capitale grecque est recouverte d'une épaisse couche de neige, y compris le Parthénon. Il a fait jusqu'à moins 19 dans le nord du pays. Le mont Parnasse n'a pas été épargné. Ce lieu mythique évoqué par Homère dans l'Odyssée est aussi, et on le sait moins, une station de ski. Pour étancher leur soif d'évasion et la nôtre, Quentin Fichet et Jean-Philippe Eckett ont tenté de dévaler les pentes. Ne vous méprenez pas. Ceci n'est pas une simple montagne. Vous avez face à vous une légende. Le mont Parnasse, la plus grande station de ski grecque. Vous savez, en Grèce, il y a certainement plus de montagnes que d'îles. Toute la beauté du pays est là. Les monts, la mer, le soleil et de la neige, comme vous pouvez le voir. Nous confirmons. Tournage à travers les bourrasques de flocons. Et avant que vous me posiez la question, oui, c'est bien ce sommet qui a donné son nom au quartier parisien, à la Tour et à la gare Montparnasse. Mais cette montagne du sud de la Grèce, c'est surtout un lieu mythologique, où habitaient Apollon et les 9 muses. Ce qu'il en reste, le nom des pistes et des téléphériques. Baptisés comme des dieux, Héra, Zeus, Bacchus. Nous grimpons dans une cabine Aphrodite, avec un enfant du pays. Au tout début, dans les années 70, il n'y avait qu'une petite remontée mécanique. Des ingénieurs français qui travaillaient dans le coin sont venus. Et ils se sont dit, cool, de la neige, des reliefs, on va développer quelque chose ici. Le début de cette saison a été repoussé, mais 150 000 skieurs viennent désormais chaque année. Quand le temps est moins contrarié, ils profitent d'une vue unique. Normalement, vous voyez la mer, des deux côtés. Le golfe de Corinthe, le Péloponnèse, et au nord, c'est dégagé jusqu'au mont Olympe. Mais aujourd'hui, tout cela restera un mystère pour nous. Nous suivons Costas jusqu'à la station Kellaria. Atmosphère inédite. C'est vide. C'est vide parce que nous n'avons pas encore ouvert. Mais bientôt, ce sera plein, 1 millier de personnes ici. Montparnasse dort. Plus bas se trouve un lieu mythique, le nombril du monde, rien que ça. Delphes et son sanctuaire archéologique. Encore quelques kilomètres dans la campagne, et à travers la brume se dessine une ville. Arakova est posée au pied du mastodonte. Surnom de cette cité, la Mykonos d'hiver. Clientèle de skieurs plutôt argentés, boutique 100% grecque et ruelles pentues. Certaines mènent à l'église Saint-Georges, le protecteur de la ville. Chaque année, pour la fête de Saint-Georges en avril, c'est le 23 d'avril, il y a une procession énorme. Moi, ma famille, ma fille, on participe à la procession. À l'intérieur de l'édifice, bougies et dorures. Mais c'est une autre tradition de la région du Montparnasse qui, en fin de voyage, attire notre attention. En France, pour se réchauffer en montagne, nous mangeons la fameuse fondue savoyarde. Ici, vous allez le voir, la spécialité culinaire est différente, mais tout aussi addictive, la fromaïella. Dans leur restaurant typique, Stella et Panayotis nous invitent à goûter. Griller des tranches de fromage de brebis, ça a l'air simple. Eh bien, pas tant que ça. Ce qu'on cherche, ça n'est pas qu'elle change de couleur, mais qu'elle soit chaude à l'intérieur. C'est ça le secret de la fromaïella. Puis, un ingrédient inattendu s'invite à table. On met toujours du citron sur la fromaïella. Ça permet de lui donner un autre goût. C'est moins gras en bouche. Fumant, fondant,
Une récompense pour tous ceux qui s'aventurent sur les hauteurs de la Grèce, sur ce mont dont le nom nous est si familier, le Parnasse. Revenons en France avec cet anniversaire. Il y a 40 ans, jour pour jour, le journal télévisé changeait de nom. Le 13h, le 20h remplaçait ce qu'on appelait alors de manière un peu cérémonieuse le journal télévisé. Au fil des années, il a su conserver votre confiance, comme le montre un récent sondage selon lequel le JT reste de loin la source d'information la plus fiable. Et vous, qu'en pensez-vous? Julien Crescent et Léa Caboche sont allés recueillir vos avis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, ce journal... Les experts ont longtemps prédit sa disparition. Trop ringard, le journal télévisé devait être balayé par Internet. Une énorme tempête. La semaine dernière, nous à croire qu'ils avaient tout faux, le JT reste selon vous votre première source d'information. On a toutes les infos dont on a besoin. Tous les soirs. C'est le moment qu'on attend dans la journée. Machinalement, je regarde. Le JT, la source d'information la plus fiable pour 34% d'entre vous. Selon un sondage réalisé pour TF1, 17% préfèrent privilégier la presse écrite. Viennent ensuite la radio et Internet, 10%. J'aime bien regarder pas forcément qu'une seule source d'information pour avoir des points de vue différents, mais en tout cas pour avoir la version la plus large de ce qui me semble être la vérité ou en tout cas les faits. L'incendie de Notre-Dame, le mouvement des Gilets jaunes ou encore la pandémie de Covid-19. Lors des grands événements, le JT reste votre premier réflexe. On est face à un être humain qui nous parle, du coup peut-être qu'il y a une connexion qui se fait avec le journaliste quand on reçoit de l'information, contrairement à de l'écrit ou à la radio. En 40 ans, le JT n'a donc pas pris une ride. Tout comme ses présentateurs. N'est-ce pas, Gilles? Seul hier soir au Carrousel du Louvre. Mais oui, c'est bien connu, les rides, c'est pour les autres. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Beaucoup de questions ce soir sur les déplacements. C'est logique, puisque certains d'entre vous sont en vacances. Bonsoir, ma chère Alexia Maillère. Bonsoir. Cette question, tout d'abord. J'habite dans le nord de la France, je dois me rendre dans les Vosges en voiture. Le chemin le plus court me fait passer par la Belgique. Est-ce que je peux transiter? Est-ce que je peux franchir cette frontière? Oui, alors cette question, vous êtes nombreux à nous la poser. Oui, vous pouvez le faire si vous êtes en transit, mais c'est contraignant. L'ambassade de Belgique en France nous précise qu'il vous faut un test PCR négatif de moins de 72 heures, mais aussi regarder de la déclaration sur l'honneur belge qui précise les raisons de votre déplacement. Et puis ce n'est pas tout, le formulaire de localisation du passager, c'est une particularité belge. Et là, vous précisez que vous ne faites que passer par la Belgique. C'est peut-être plus court de faire le détour, finalement. En effet. Autre question, un test PCR est-il obligatoire pour prendre l'avion pour un vol intérieur, entre Paris et Nice, par exemple? Alors non, ce n'est pas obligatoire. La Direction générale de l'aviation civile nous confirme que pour les vols nationaux, un test PCR de moins de 72 heures n'est exigé que pour voyager en Corse et dans les Outre-mer. Merci beaucoup, Alexia. Juste après ce journal, Elisabeth Martichoux reçoit Marie-Sophie Lacaro. Oui, à cette horaire inhabituelle. À l'occasion, on l'a vu il y a un instant, des 40 ans du JT. Rendez-vous à 21h sur le canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Soit. Demain à 13h, Miracle, vous retrouverez Marie-Sophie. Je vous donne quant à moi rendez-vous à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. Merci de votre fidélité. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.